sommes au festival Artemar de Bastia. Actuellement, nous sommes à l'hôtel Best Western et je m'apprête à recevoir la grande Marie-Christine Barrault. Alors tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir, c'est vraiment gentil. Je ne vais pas cacher aux internautes... C'est vous qui me recevez, hein. Non, c'est vous qui me recevez. Mais on ne va pas cacher aux internautes qu'on s'est déjà rencontrés. Vous êtes d'ailleurs ma plus grande interview, puisque on avait passé 1h30. La plus longue. La plus longue, exactement. 1h30 ensemble. C'était vraiment très agréable. Alors, ça a été très compliqué pour moi, forcément, de trouver quelque chose, d'une nouvelle orientation pour l'interview, parce qu'après 1h30 de discussion, mais j'ai tout dit. Beaucoup de choses en tout cas. Alors, vous faites théâtre, ciné, télé. Voilà, ça c'est partout, tous les médias où on peut vous voir, mais d'où vous vient cette énergie déjà, que vous avez toujours eue? Oh, elle est de naissance. Elle est, oui, mon énergie, elle est de naissance. Mais surtout, elle est nourrie du fait que je ne fais que des choses qui m'intéressent et qui m'excitent à la fois l'imagination et qui excitent la vie. Moi, j'arrive pas à imaginer une vie tranquille. Le mot retraite m'angoisse, mais vous ne pouvez pas savoir. Et ça m'angoisse encore plus quand je vois les gens qui sont à la retraite, parce qu'à part quelques exceptions qui ont vraiment préparé leur retraite en sachant exactement comment ils allaient utiliser leur temps avec d'autres passions que celles qui étaient leur passion professionnelle, sinon je vois des gens qui se... J'ai utilisé l'autre jour, on a utilisé avec des amis un mot que j'adore, qui s'affale. Et s'affaler, pour moi, c'est affreux. Vous savez, qui se laisse complètement aller comme ça. Et donc, voilà, moi, je me réveille chaque matin en me disant, qu'est-ce que cette journée va m'apporter, qu'est-ce qui va m'enrichir, quelles sont les rencontres, le travail, les textes, les voyages et tout ça. Donc, je vois vraiment pas... Tout ça est producteur d'énergie. J'ai pas besoin d'aller chercher l'énergie ailleurs. C'est une énergie qui ça se mord la queue, je veux dire. Mon travail lui-même est producteur d'énergie. D'ailleurs, c'est très curieux quand on sort de scène. Les gens sont persuadés qu'on est fatigué quand on sort de scène. Et ils ne savent pas à quel point on est au contraire revitalisé par la scène. Alors oui, parce qu'on vient pendant 1h30, 2 heures de sortir quelque chose de créatif. Et donc on n'est pas fatigué. On est peut-être fatigué 2-3 heures après avoir peut-être un peu trop bu au restaurant ou au café avec des amis. Mais on n'est pas fatigué par la scène. On n'est pas fatigué par le travail et la création et la créativité. J'ai la chance de faire un métier qui est quand même très créatif. Mais alors qu'est-ce qui vous fatigue? Pas grand-chose. C'est une pile? Non, parce que j'ai des grandes plages, faut pas croire. J'ai des grandes plages, par exemple, comme je suis une folle de mots croisés et de sudoku. Moi, il m'arrive quelquefois d'ailleurs de me donner des coups de pied au derrière en me disant, enfin, tu perds ton temps. Et je me dis, non, je perds pas mon temps, parce que faire des mots croisés ou des sudoku, ça fait vraiment travailler le cerveau, mais d'une autre manière. Non, j'ai des grandes plages de sérénité, de calme, mais enfin des grandes plages, des petites plages, parce que je ne prends pas de vacances par exemple, ça je sais pas ce que Vous partez jamais en vacances? Mais j'aime pas ça, j'aime pas les vacances. Vous ennuyez? C'est pas que je m'ennuie, parce que je m'ennuie pas, je trouve toujours quelque chose à faire, mais ce que je fais me semble beaucoup moins intéressant que quand je suis pas en vacances. D'accord. Alors je suis très honoré que vous me receviez, parce que vous donnez très peu d'interviews. Mais pourquoi? Non, dans tous mes petits spectacles là, que je tourne à travers la France avec mes musiciens, avec les musiciens et les lectures musicales et tout ça, je donne toujours, quand on me dit il faut faire une interview par téléphone et tout, je les fais toujours. Mais, on y est, par téléphone. Oui, parce que la plupart du temps, comme ça ne se passe pas à Paris, les gens ne sont pas sur place, j'aime pas tellement ça, mais ils ne vont pas se déplacer pour venir me voir à Paris avant que je parte à Toulouse ou à Perpignan, ouais. Donc ça se fait par téléphone. Mais ça, on peut parler très bien par téléphone, hein. On peut même se dire beaucoup de choses. Mais non, moi, c'est surtout que je passe pas beaucoup de temps à tout ce qui est média, quoi. C'est pas trop mon truc. Enfin, ça l'est s'il faut le faire, ça fait partie du boulot, mais franchement, je ne cherche pas. J'ai quand même un certain âge, il y a quand même un certain nombre de choses qui, comme on dit, elles sont faites, elles ne sont plus à faire. Je n'ai pas besoin aujourd'hui d'aller donner des interviews pour expliquer que j'existe. Ou j'existe pour certaines personnes, ou j'existe pas. C'est pas le moment d'aller faire l'imbécile uniquement pour me faire remarquer. Ce que j'aime, ça a toujours été un peu comme ça, parce que ce que j'aime, c'est le travail lui-même. Alors quand il faut faire de la publicité pour le travail lui-même, je suis toujours là parce que mon travail m'importe. Mais de la publicité pour moi, non, ça ne m'intéresse pas.
D'accord. Vous avez eu... Bon, votre carrière, elle est incroyable. Vous avez même été nominé aux Oscars. Oui, mais ça, c'est cousin-cousine. Le hasard le hasard des distributions. Vous faites un film comme Cousin-Cousine, quand on l'a tourné, on était ravis, on aimait beaucoup le scénario, moi j'adorais mon rôle et tout. Mais après, le succès du film, il nous dépasse. Il nous dépasse parce que j'ai fait d'autres films que j'aime autant que Cousin-Cousine, mais Cousin-Cousine et qui n'ont pas eu comment dire, la notoriété mais mondiale de Cousin-Cousine. Je pense que c'est, à un moment donné, un film, c'est vrai aussi pour les acteurs, à un moment donné, on correspond à quelque chose que le public attendait. On ne savait même pas qu'il l'attendait, parce que si c'est calculé, ça marche moins bien. Et quand c'est pas calculé, c'est-à-dire on est dans l'air du temps, quoi. On tombe sur un sujet. Cousin-Cousine, c'était typiquement un film qui, sans qu'on nous on en ait conscience, au milieu des années 70, il est sorti en 76, je crois, et exprimait absolument ce qu'étaient les questionnements et les désirs de la société qui commençait beaucoup à se libérer à cette époque-là, les femmes, la liberté des femmes, l'indépendance, le droit au bonheur d'une femme en dehors de la vie familiale, simplement en tant que personne et tout. Et ça tombait pile. Et c'était un très joli film. Mais c'est parce qu'aussi il racontait tout ça que tout d'un coup les gens se sont engouffrés dans ce film. Moi je rencontre constamment, encore maintenant, vous vous rendez compte depuis combien de temps, des gens qui me disent que presque ça a changé leur vie. Des hommes ou des femmes, et plus des femmes encore que des hommes, mais des hommes aussi, des hommes un peu ouverts à la femme, c'est-à-dire en tant que femme, qui regardaient les femmes pour ce qu'elles étaient, pas uniquement comme consommateurs, se sont rendus compte que tout d'un coup il y avait un climat qui changeait et qu'il fallait regarder les femmes autrement. Et bien tout ça c'était dans le film. Mais pourquoi à ce moment-là, dans le monde entier, on avait envie d'entendre ça? C'est ce qui a fait la notoriété du film et c'est ce qui a fait qu'effectivement je me suis retrouvée à vivre cette kermesse extraordinaire et qui est que sont les Oscars, parce qu'il faut l'avoir vécu pour le voir. Oui, ça on en avait déjà parlé sur l'interview. C'est vrai que vous m'aviez raconté un petit peu comment ça se passait. Oui, c'est... Mais vous étiez à l'époque très attaché justement à cette image de la femme? Ah bah oui, moi j'ai toujours été, d'ailleurs ma vie le montre quand même, parce que je suis quand même une femme incroyablement indépendante. C'est clair. Donc peut-être que si j'avais eu ces idées-là, et puis que ma vie avait infirmé ces idées, je me serais dit, bon bah je me raconte des histoires, mais pas du tout. Par exemple, c'est évident, après avoir vécu une vraie vie, une vie complète de femme, c'est-à-dire à la fois travaillant, mère de famille très très jeune, en couple, j'ai tout fait, là, j'ai tout mis dans le contrat, et puis je me suis dit, allez, il faut tout faire. Mais par exemple, le fait qu'aujourd'hui, j'apprécie tellement la vie seule, c'est curieux, hein. J'aime beaucoup être seule. J'ai perdu l'homme que j'aimais, donc évidemment, tant qu'il était vivant, l'idée de se poser même pas. Roger Vadim, et j'ai adoré vivre avec lui et l'aimer et être aimé de lui. Mais franchement, la base de mon caractère, c'est d'être seule. Et je suis très très bien seule et j'aime être seule de temps en temps. Je regardais hier soir par exemple Anna Karina avec son mari qui est adorable, Denis Berry, elle est adorable. Et tout à coup, je me posais la question avec une petite forme de nostalgie comme ça. Ça doit être adorable de vivre en couple ce matin au petit déjeuner. Il a mis les choses, il lui a monté son petit déjeuner. On voit bien qu'il savait exactement ce qu'elle aimait, parce que c'était pas un petit déjeuner banal et tout. Je me dis, au fond, ça doit être adorable de vivre en couple. Mais moi, sauf l'amour fou qui vous sort de votre état normal, je trouve que c'est agréable de vivre seule. C'est parce que vous êtes une femme de passion surtout. Et puis de décision aussi, je veux dire, j'organise ma vie, je déteste. Alors j'ai des gens qui sont proches de moi et je ne suis pas toute seule dans la vie, puis j'ai des enfants et des petits-enfants, j'ai beaucoup de monde autour de moi, je suis tout sauf dans la solitude. Mais ce que j'aime, c'est diriger ma vie. Donc c'est ça que je dis aux femmes, c'est qu'il faut qu'elles dirigent leur vie, même à l'intérieur d'un couple, même à l'intérieur d'une vie familiale, mais qu'il faut diriger sa vie, qu'on ne peut pas passer sa vie à toujours faire les choses uniquement parce qu'il faut les faire, parce que quelqu'un d'autre vous les demande. C'est pas possible. Et moi j'ai élevé ma fille comme ça, elle est pas mal comme moi quand même. Oui. Pas mal comme moi. Dans la même lignée. Ah oui, l'aînée de mes petites filles qui a 23 ans maintenant, parce que j'étais grand-mère très jeune, elle est un peu comme ça aussi. Et l'autre jour on avait une conversation charmante parce qu'elle était avec un amoureux qui tout d'un coup était un peu pressant.
pour une vie à deux, complète, et avec des projets et tout. Elle m'a dit, elle a préféré le quitter dans un premier temps. Carrément. Ah oui, en lui disant, c'est pas du tout dans mes idées et tout. Et puis elle s'est rendue compte qu'elle l'aimait bien, donc ils se sont remis ensemble sur d'autres bases. D'autres bases. Ça me plaît de voir qu'elle ne rentre pas dans cette espèce de gouffre qui est l'obligation de vivre à deux et d'organiser sa vie à deux. De ce point de vue-là, vraiment, je crois que j'ai jamais changé. Et pourtant, j'ai eu beaucoup d'amoureux. Mais mes amoureux, ils ne rentraient pas dans ma vie au sens... Ça ne changeait pas le fait que ma vie était ma vie. Vous mettiez tout de suite le haut là. Ben, je crois qu'ils ont tout... Et je pense que même Roger Vadim, Dieu sait qu'on a été fusionnels, je crois que ce qu'il aimait le plus, c'est quand j'ai parlé avec sa mère, n'en parlons pas, qui est c'était la femme la plus indépendante de la Terre, et sa sœur aussi. Et quand on demande à sa sœur, mais pourquoi, à votre avis, Vadim, qui a eu tellement de femmes, il s'est tellement bien trouvé avec Marie-Christine, elle dit parce qu'il aimait l'esprit de liberté de Marie-Christine, parce qu'il aimait les femmes libres. D'accord. Alors justement, c'est amusant cette image, d'autant plus qu'on parlait justement de l'image de la femme, justement, notamment à l'époque de Cousin-Cousine, etc., cette fameuse image de la femme, justement que vous vouliez justement mettre en avant. Et pourtant, je sais que vous avez posé dans lui, qui était à l'époque, pourtant Ah non, mais attendez, ça n'a rien à voir, la séduction c'est autre chose. Ah. La séduction, d'être libre n'empêche pas de séduire et de vouloir séduire. Et de séduire avec des armes de femme. Moi, je ne suis pas un homme déguisé en femme qui veut diriger tout. Non, non, au contraire, j'adore être une femme, j'adore ça, et je ne voudrais pas être un homme pour rien au monde. Jamais j'ai désiré être un homme. Mais j'adore séduire, et j'adore même jouer au jeu de la séduction. Je ne suis pas coquette. J'ai jamais été très coquette au sens, vous savez, la coquetterie qui consiste à dire non quand on a envie de dire oui, et pendant des mois et des semaines pour faire monter la tension et tout ça. C'est pas mon truc, ça. Moi, quand j'ai envie de dire oui, je dis oui. Il n'y a pas à chercher. On s'est jamais trompé là-dessus. Mais non, j'aime la séduction. Et quand même, si vous êtes une actrice, enfin, je ne vois même pas dans les actrices, même les plus féministes, Vanessa Redgrave ou Jane Fonda, c'est quand même des femmes très féministes et en même temps très féminines et qui jouent beaucoup sur la séduction. Attendez, vous êtes en train de me dire donc là que pour séduire, vous êtes déjà servi des armes d'actrice? Non, mais je veux dire, quand on est acteur... Est-ce que vous en êtes déjà servi? Vous savez ce qu'on dit sur les acteurs et les actrices? On dit que les actrices, c'est un peu plus qu'une femme. Une actrice, c'est un peu plus qu'une femme. Un acteur, c'est un peu moins qu'un homme. C'était Cocteau qui disait ça. C'est Jean Cocteau qui disait ça. Parce que les actrices... Parce que être actrice, c'est être femme à la puissance N. Parce que c'est au contraire, c'est sortir tout ce qu'il peut y avoir de la fonction féminine. C'est être femme, vraiment. On ne peut pas ne pas être femme, vraiment, de ses doigts de pied jusqu'à ses cheveux, et dans son corps, et dans son âme, et dans son cerveau, et dans son esprit, et dans son cœur. Être actrice, c'est prendre tout ça et le faire fructifier. C'est pour ça que j'adore ce métier, quand même. Et ça se sent. Alors, quand on s'est croisés, alors c'était il y a 6 ans. Oh, vous voyez un peu, le temps passe. J'étais venue faire quoi? Le temps passe. C'était une pièce de théâtre, c'était au théâtre municipal. Ouais, c'était au théâtre. Je sais que j'ai joué plusieurs fois au théâtre municipal. Ah oui, vous avez joué plusieurs. Je ne l'ai pas en tête. Et à l'époque, vous m'avez confié votre frustration de ne pas voir de relève familiale dans le métier. Ah non, il n'y en a aucun. Ça n'a pas changé donc? Ah non, aucun. Mais, enfin, déjà mes enfants. Mais mes enfants sont dans le cinéma, hein, les deux. Mais dans le cinéma... après, si j'ose dire, ils ne sont pas dans le processus de fabrication des films, ils sont dans le processus d'existence des films et de rencontre entre les films et le public. Et ma fille, elle s'occupe aussi beaucoup des archives du patrimoine chez Gaumont, donc des films anciens et puis des films d'aujourd'hui. Mais ils sont dans le cinéma, mais pas du tout dans la création de... Et puis pas acteurs surtout, alors pas du tout acteurs. Et quant aux petits-enfants, alors... Moi, je fais mon travail de grand-mère, je les emmène beaucoup au spectacle. Enfin, le plus que je peux, je les emmène au spectacle. Surtout les filles, les garçons renaclent un peu. Je préfère aller au foot. Et ils sont très classiques. À part un qui est très différent des autres et qui dit mais ils ont un ballon de foot à la place du cerveau, en parlant de ses frères et cousins. Mais sinon, non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est drôle parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a énormément aujourd'hui, dans la génération des acteurs aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants d'acteurs. Hein. Est-ce que c'est pas une facilité?
Ben, oui et non, parce que vous voyez, par exemple, les miens, ça ne leur serait pas venu à l'esprit. Donc, vous, je sais que ça n'a pas du tout été une facilité, votre nom. Je sais, vous m'en aviez parlé avec... Ah oui, avec Jean-Louis Barrault. Ça n'a pas du tout été une aide. Ça n'a pas été une aide au moment où je l'ai fait, mais je pense que ça a quand même contribué à ma culture théâtrale. Oui. D'aller voir tous les spectacles. D'ailleurs, en ce moment, je fais beaucoup de choses sur Jean-Louis Barrault. Là, je suis en train de préparer un livre sur la correspondance amoureuse entre lui et Madeleine Renaud pendant la guerre, quand ils ont été séparés, parce qu'il y a toutes les lettres à la Bibliothèque nationale. Et je fais un montage des lettres pour faire un livre qui va sortir l'année prochaine. Et je suis beaucoup dans son esprit. Et puis là, je pars à New York la semaine prochaine pour un colloque sur le théâtre à l'université de New York. Et je vais parler de Jean-Louis Barrault. Mais j'ai été quand même nourrie. Pas quotidiennement parce que je ne vivais pas avec lui et que je ne vivais pas dans les coulisses des théâtres. Au contraire, on ne me laissait pas du tout aller là-bas. Mais je voyais les spectacles et j'ai quand même eu la chance, entre, mettons, 11 ans et 18 ans, de voir des spectacles très très différents. Parce que Jean-Louis Barrault, c'est la diversité au théâtre. Je veux dire, dans la même semaine, il pouvait montrer la vie parisienne d'Offenbach et le soulier de satin de Claudel, avec la même troupe. Ça m'a donné une idée du théâtre extrêmement large et justement pas du tout sectaire. Et de théâtre plaisir, théâtre pour le public et en même temps théâtre exigeant. Donc j'ai quand même été nourrie de ça. Après, le fait que quand j'ai voulu être actrice, il n'y a pas eu beaucoup de répondants du côté familial, mais ça c'était pas grave si vous voulez, c'est pas le plus important. Le plus important c'était quand même d'avoir eu cette petite graine que peut-être je n'aurais pas eu de la même manière si j'avais été dans une famille très éloignée du monde du théâtre. Comme vous emmenez souvent vos petits-enfants devant les spectacles, vous ne croyez pas que ça va leur mettre un peu la puce à l'oreille? Oh, c'est pas à ce point-là quand même, parce que quand j'arrive à les emmener, je les emmène par exemple, chacun, je les emmène en plus par rapport à leur goût. J'essaye d'emmener, par exemple, j'ai une petite fille qui aime beaucoup la danse, donc je l'emmène voir des spectacles de ballet, d'opéra, des choses comme ça, mais j'essaye de... j'ai pas le temps, d'abord j'en ai beaucoup, donc j'ai pas le temps de faire leur donner une vision générale du théâtre. Mais de toute façon, je pense que vraiment, enfin moi profondément, je pense que c'est un métier, et ça vient de l'intérieur, le désir de le faire, ça ne peut pas venir de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Après, on se nourrit des rencontres, on profite peut-être des choses qui vous arrivent de l'extérieur, mais le vrai désir d'être acteur, de faire ce métier, ne peut venir que de l'intérieur, parce que c'est une chose, c'est tellement bizarre d'être acteur, c'est un métier tellement bizarre, franchement. Quand ça marche, c'est génial, mais quand même quand ça marche, être sur scène ou devant une caméra pour exprimer les choses que n'importe qui garde pour une intimité... à la longue, ça paraît quand même étrange d'en faire un métier. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans le passé, les acteurs, et particulièrement les actrices, c'était quand même considéré... Vous voyez, c'était juste après les prostituées. Enfin, je veux dire, la différence n'était pas grande. Et justement, dans votre grande carrière, votre meilleur souvenir, celui qui vient immédiatement? Bah, au cinéma, en tout cas, je sais que c'est la rencontre avec le cinéaste belge André Delvaux et le film Femme entre chien et loup. C'est pour moi le plus beau rôle, le plus beau film, la plus belle relation avec un metteur en scène, à la fois de confiance et d'exigence mutuelle. C'est un grand souvenir. Et alors, ce qui est formidable, c'est que parce que l'avantage, quand on arrive à l'âge que j'ai toujours l'image du petit poussé avec ses petites pierres, qui a mis ses petits cailloux tout le long du chemin, et quand il revient, il est bien content, c'est les cailloux qui le sauvent. Et quand moi j'ai un peu je ressens un peu l'équivalent avec l'âge que j'ai aujourd'hui, la vie que je mène. Je passe mon temps à retrouver des petits cailloux que j'ai mis inconsciemment d'ailleurs, parce que j'y ai pas pensé spécialement, mais que je retrouve. Et donc ça rend... C'est agréable? Oui, très. Il n'y a que des petits cailloux agréables? Ah oui, parce que je parle, les petits cailloux, si vous voulez, c'est pas simplement de se souvenir des choses, c'est comment on rebondit par rapport à ces petits cailloux. Par exemple, alors je vous donne un exemple. Aujourd'hui, je vais jouer, là je vais reprendre en janvier, mais ça fait déjà plus d'1 an que je suis dessus, une pièce sur Marguerite Yourcenar, que j'ai jouée au Festival d'Avignon, pas ce festival, mais celui d'avant, en tournée. Un très beau, on a adapté un livre d'entretien qui s'appelle Les yeux ouverts, de Marguerite Yourcenar avec Mathieu Gallet, qui était un journaliste, écrivain donc des années 70. On a adapté je joue Marguerite Yourcenar.
je suis à Bruxelles récemment pour une lecture et je rencontre deux femmes qui viennent me voir, une productrice et une réalisatrice, qui me disent on prépare un film sur Marguerite Yourcenar, sur le montage de l'adaptation de son livre L'œuvre noire par André Delvaux. Et moi je sais parce que je suis dans le film d'André Delvaux. Très brièvement, je fais la femme du héros, de Zénon, mais c'est une très très belle scène et on l'a mise dans le spectacle sur Marguerite Yourcenar parce qu'il y a des vidéos. Ces deux dames me disent on ne voit que vous, alors qu'elles ne savaient pas que je jouais la pièce, et on n'imagine que vous pour jouer Marguerite Yourcenar. On voudrait faire un film, une espèce de docu-fiction sur la correspondance très très fournie et très passionnée qu'il y a eu entre Marguerite Yourcenar, qui habitait aux États-Unis, dans le Maine, et André Delvaux à Bruxelles pour la préparation du film et surtout pour qu'elle accepte, parce qu'au début elle était assez réticente. Elle avait peur que ça dénature son roman. Et donc, je vais jouer Marguerite Yourcenar, je vais aller dans sa maison à Mont-Désert dans le Maine, et je vais correspondre avec André Delvaux, qui est le metteur en scène, enfin André Delvaux mort aujourd'hui, mais il va y avoir un acteur qui va jouer André Delvaux, et qui est le metteur en scène avec qui j'ai eu l'association de travail la plus forte. Moi j'appelle, c'est là les petits cailloux. C'est comment ma vie passée enrichit ma vie d'aujourd'hui. D'accord. D'accord. Alors, vous avez vécu 12 ans avec Roger Vadim. Oui. Que vous appeliez la mythe. C'est ce que vous m'aviez raconté. Ah, je n'appelais pas un mythe. Non, oui, c'est parce que lui, on disait toujours qu'il était un mythe. Voilà. Et alors, comme on avait beaucoup d'humour tous les deux, puis vraiment, il ne se prenait pas au sérieux, Vadim. Alors, on avait décidé de l'appeler la mythe. La mythe. Il y a un film sur lui qui est en train de se faire, qui est d'ailleurs pratiquement terminé, pour Arte, qui va passer le 27 novembre. Un docu. Oui, un documentaire, mais uniquement avec des interviews et des archives. Il n'y a pas d'interviews modernes. C'est des interviews de lui à l'époque. Ah, d'accord. Oui. Et ça sera une soirée un peu spéciale à Vadim, puisqu'après, ils passeront Dieu créa la femme, le 27 novembre. Alors, j'ai vécu 12 ans avec lui. Oui, c'est un homme doté d'une aura incroyable, mais ça oui. Tout le monde le sait. Et vous avez déclaré dans un magazine, Vadim m'a laissé le bonheur en héritage. Ah oui, je pourrais utiliser ce titre d'ailleurs pour plein de choses. Absolument, parce que c'était quelqu'un qui avait absolument le sens du bonheur, mais absolument, vraiment. Et c'est pour ça d'ailleurs que la vie avec lui était si fascinante. C'est qu'il arrivait à transformer n'importe quel petit moment de la vie. Pour lui, il n'y avait pas les grands moments et les petits moments. Il y avait la vie s'écoulait avec un moment où on tourne un film, un moment où on prend le petit déjeuner, un moment où on va au cinéma, un moment où on fait l'amour, un moment où on parle intellectuellement de choses et tout. Et c'était tout comme un ruban, qui était le même ruban. Et il avait le don à la fois de rendre excitant tous ces moments et tout ça. Avec un goût du bonheur inimaginable. D'ailleurs, il a écrit un livre. Il m'avait piqué le titre, parce qu'après moi, le livre que j'ai écrit, il n'était pas sorti encore quand je vous ai vu, si c'était il y a 6 ans. Non. Ce long chemin pour arriver jusqu'à toi. Moi, je l'aurais bien appelé Le goût du bonheur, ce livre-là, mais il avait déjà pris, lui, pour écrire un livre, Le goût du bonheur. C'est pour vous dire qu'on était sur la même longueur d'onde sur ces choses-là. Vous avez tourné avec les plus grands séducteurs du ciné. Burton, Delon, Gassman, enfin tous ces mecs-là, voilà. Ouais, mais c'était des petites rencontres. J'ai pas fait des grands films, Trintignant pour Ma nuit chez Maud. Mais alors moi, je vais vous dire quelque chose. Je suis pas du tout fascinée par les acteurs. Mais j'ai cru le comprendre, justement. Je suis fascinée par les metteurs en scène. Tiens. Ah oui, est-ce que c'est parce que justement ce sont eux qui dirigent? Oui, c'est ça. Parce qu'on fait équipe avec un metteur en scène. Et puis j'aime l'autorité d'un metteur en scène, si elle est à bon escient évidemment. Oui. Mais j'aime l'autorité, j'aime rentrer dans le projet d'un metteur en scène. Non, parce que moi je suis libre et indépendante, mais comme actrice, j'aime énormément rentrer dans le projet de quelqu'un qui vient me chercher. C'est pour ça que quand on me dit avec qui tu rêverais de tourner, c'est pas moi qui rêve. J'aime qu'un metteur en scène rêve de tourner avec moi et de rentrer dans son rêve, ça me plaît. Mais c'est pas, moi je suis pas le début et la fin de tout, loin de là. J'aime rentrer dans la vie des gens. Et donc, mais les acteurs, je connais tellement leurs trucs aux acteurs. Oui, mais...
Sur le... Attendez, leur truc aussi, il y en a certains qui ont usé, essayé. Bah oui, mais justement, mais ça se voit gros comme une maison quand même. Et et non. Non. Il faut vous surprendre. Ah bah oui, ah oui. Et puis j'aime pas les gens trop narcissiques quand même. Les acteurs, ils sont quand même très très narcissiques, même quand ils sont des grands acteurs. Attendez, un metteur en scène aussi. Moins quand même. Moins. Mais même, vous voyez, par exemple, moi je travaille aujourd'hui beaucoup plus avec comme partenaire, j'ai beaucoup plus des musiciens que des acteurs, parce que je fais beaucoup de spectacles où on réunit texte et musique, et même des musiciens qui sont vraiment de première classe et qui sont reconnus internationalement, je les trouve aussi narcissiques que les acteurs. Mais je pense que aussi parce que un musicien, il doit travailler son instrument des heures et des heures et des heures, et toujours travailler. Alors que les acteurs, ils oublient un peu, au bout d'un moment, ils sont arrivés à une telle connaissance de leur capacité, de leur métier, qu'ils ont moins besoin de travailler sur l'ouvrage, j'entends. Ils peuvent travailler sur le rôle, mais sur l'ouvrage. Et du coup, il y a un côté, moi, j'aurais pas pu vivre avec un acteur, hein, ça c'est sûr. Alors justement, ça sera ma dernière question. Quel conseil donneriez-vous à une toute jeune actrice? D'abord déjà, moi c'est la question que je pose tout de suite, parce que quand je vois des gens jeunes qui veulent faire ce métier et qui me demandent conseil, d'abord je leur demande s'ils veulent faire du théâtre ou du cinéma ou les deux. Déjà quand quelqu'un me dit qu'il veut faire que du cinéma, je dis j'ai pas grand chose à vous dire, parce que le cinéma c'est tellement une question de hasard, de rencontre, de physique, de tout d'un coup impressionner un metteur en scène ou un producteur qui tout d'un coup il rêve tellement de vous voir devenir une star. Enfin c'est un processus. Là-dessus, il n'y a rien à dire. D'abord, effectivement, être soi-même et tout, mais alors qu'acteur de théâtre, là, il y a beaucoup à dire. Mais moi, je pense surtout, il faut s'interroger, avant de rentrer dans ce métier, qui est un métier de fou, il faut s'interroger sur la raison pour laquelle, les raisons, mais ça pourrait être résumé à une raison, pour laquelle on veut le faire, pour être sûr de ne pas se perdre en chemin. Parce que si on ne veut que la réussite, le glamour, l'argent, la notoriété, la gloire, on l'aura peut-être, mais est-ce qu'on sera bien à l'intérieur de cette gloire? Est-ce qu'on se trouvera soi-même à l'intérieur de cette gloire? Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que quel que soit le métier qu'on fait, pas seulement acteur, mais tous les métiers, il faut quand même, c'est une planche de vie, le métier. C'est pas seulement il n'y a pas le métier d'un côté, la vie de l'autre. Il faut réussir sa vie à travers son métier. Et réussir sa vie à travers le métier d'acteur ne fonctionne que si on sait très très bien ce qu'on cherche dans ce métier et comment on veut le faire. Moi, je ne sais pas si je vous l'avais dit au cours de cette longue interview, mais moi, quand je dis à tous les jeunes acteurs, je dis il faut lire Les Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Et il explique à ce jeune poète qui s'interroge sur sa vocation de poète et sur le fait est-ce qu'il aura du succès ou pas. Et Rainer Maria Rilke a cette réponse qu'on retrouve dans beaucoup d'autres textes de lui d'ailleurs, mais tellement bien dit dans Les Lettres à un jeune poète, où il dit mais interrogez-vous sur la nécessité. Est-ce que pour vous c'est nécessaire de faire ce métier? Est-ce que vous pouvez vous poser la question, si je ne fais pas ce métier, est-ce que j'en meurs? Et si vous dites oui, et si vous sentez cette nécessité absolue de faire le métier, alors là, vous y allez. Vous ne vous posez pas la question de savoir si vous aurez du succès, s'il faut faire comme ci ou comme ça. Vous trouverez toujours votre chemin, parce que la nécessité est là. Et moi, c'est ce que je dis aussi. C'est ce que j'ai ressenti quand j'avais 17 ans, et que je commençais sérieusement à me dire, alors là, c'est plus un rêve, maintenant il faut choisir, il faut y aller. Est-ce que vraiment c'est ça que je veux faire? J'ai lu Les Lettres à un jeune poète, et c'était la révélation, c'est comme Claudel, pas Claudel, un pilier de Notre-Dame, et la révélation de Dieu. Mais moi, c'était la révélation. Je me suis dit vraiment, c'est ça. Et est-ce que honnêtement, je peux répondre à cette question? Et moi, j'ai répondu à cette question. Et je peux vous dire que depuis 50 ans, je réponds toujours pareil à cette question. Mais il faut au moins ça en soi pour affronter ce qui vous attend. Eh bien, merci beaucoup de m'avoir reçu. Et puis, surtout, je vous souhaite un excellent festival. Et puis, vraiment au plaisir encore de vous recroiser. Mais oui, non. Merci beaucoup.